Lors d'une réunion accordée aux jeunes, le président Félix Tshisekedi a parlé, il a contrecarré le président Kagame dans ses propos. Alors le président Félix Tshisekedi a traité le président Kagame d'un président ou d'un dirigeant rétrograde. L'Afrique n'a pas besoin des dirigeants rétrogrades. L'Afrique n'a pas besoin de ceux qui se livrent à certaines pratiques. Alors, nous allons essayer d'en parler avec M. Manik Siyenda. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Vous avez en fait trouvé le chef de l'État dans sa casquette des durs et des purs. Le président de la République, il en a l'intérêt. Parce que c'est lui le gardien de la protection, même de l'intégrité du territoire national. C'est lui les symboles de l'unité nationale. C'est lui les pères de la nation. C'est lui le commandant suprême de forces armées de la République. Au-delà de sa casquette du président de la République, il a le statut d'un chef de l'État. Et donc, c'est au président de la République de sauvegarder les acquis, les attributs et les intérêts de la nation, avant tout congolais. Et moi, je salue l'abnégation, le courage, la détermination. Et moi, je le considère comme un courage d'État qu'a fait preuve le président de la République face à Paul Kagame. Et je pense que cela est un message aussi pour toute la classe politique congolaise, pour toutes les forces vives de la nation. C'est-à-dire aujourd'hui, face à ces débats politiques, aujourd'hui face à cette menace qui nous a été infligée par rapport à l'agression rwandaise sur la RDC. Nous tous, dans un commun accord, nous devons avoir une même posture, nous devons avoir un même discours, nous devons avoir un même langage. Nous devons considérer le Rwanda, M. Kagame, comme l'ennemi commun. Parce qu'à ce stade, notre ennemi, ce n'est pas l'UDPS, notre ennemi, ce n'est pas M. Kabouya, notre ennemi, ce n'est pas M. Tshisekedi, notre ennemi a un nom et il s'appelle Paul Kagame. Et c'est en cela que je voudrais... Mais avec ça, vous ne voyez pas que les choses sont en train de devenir de plus en plus difficiles entre les deux États, quand on voit que le facilitateur était ici pour essayer de rapprocher les deux pays voisins, mais avec de tels propos, ça va encore, une fois de plus, créer ce trou là où c'est fossé entre les deux États. Non mais M. Jean-David Kilolo, en ce qui concerne les relations entre les États, c'est les rapports de force qui s'imposent. Et je pense que le président de la République, comme le premier manager de l'État, il a l'obligation de préserver d'abord les intérêts de la République démocratique du Congo dans ces différentes assises qu'on a organisées dans le cadre de pouvoir installer la paix entre la RDC et le Rwanda. Et nous, lorsque nous nous retrouvons autour d'une table avec M. Kagame, c'est pour effectivement sauvegarder d'abord les intérêts de notre parti. C'est pour que la partie Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, l'Est du pays soit en paix. Et pour ça, je ne pense pas que le président de la République pourrait céder nos territoires au nom d'un quelconque accord. Et donc, aujourd'hui, moi, je considère ces escalades verbales de tout à fait normales. Nous sommes dans un contexte de guerre. Si les négociations n'ont pas abouti à des résultats aussi escomptés, je pense que c'est tout à fait normal qu'on en arrive là. Alors, quand le chef de l'État il dit que les Rwandais, ce sont nos frères qui ont besoin de notre aide, ils sont muselés, qu'est-ce que le chef d'État est en train? Non, mais en réalité... Qu'est-ce qu'on sous-entend? En réalité... Parce que il y a beaucoup d'interprétations derrière ces propos. Mais justement, en réalité, notre problème en tant qu'État n'est pas directement contre le peuple rwandais. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le peuple rwandais est victime d'avoir un monarque absolu à la tête du pays. Et comment aider ces peuples? Le peuple rwandais est victime d'avoir un dictateur, un tyran à la tête du pays. Parce que ce que fait Kagame, je pense et je suis sûr que le peuple rwandais n'est pas d'accord. Et donc, c'est comme ça que le président Tshisekedi n'a pas voulu déclencher une sorte de guerre civile entre les deux peuples. Et donc, nos relations d'ordre culturel, les relations de bon voisinage entre le peuple congolais et le peuple rwandais restent intactes. Encore que nous savons, l'histoire nous renseigne que la RDC, en termes de relations entre les deux peuples, nous avions toujours tissé les très bonnes relations. Nous avions toujours été un pays hospitalier vis-à-vis du Rwanda. Et vous vous souviendrez, depuis même
1935, nous avions créé un corridor humanitaire lorsque la grogne sociale avait frappé le peuple rwandais. Nous les avons accueillis ici sur le territoire congolais pour des raisons d'hospitalité et des raisons humanitaires. Encore même en 1994, lors du génocide rwandais, la guerre entre le Tutsi et les Hutus, il y a eu un carnage, il y a eu une charcuterie humaine dans la partie rwandaise. Quand il dit que nous allons aider, comment aider? Non mais... Aider en soutenant certains opposants rwandais. Ou aider dans quel sens? Non, mais je ne vois pas qu'avec ça, certains opposants risquent de se jeter là-dessus et puis demander le soutien afin de déstabiliser le Rwanda. Non, mais pas du tout. Je pense que le message du président de la République a été très clair. C'était un message limpide. C'est aux dirigeants rwandais d'en tirer profit. C'est au peuple rwandais d'en tirer profit. C'est au peuple rwandais de réaliser effectivement que le vrai problème, c'est M. Paul Kagame. Parce que le peuple rwandais et le peuple congolais, en réalité, n'ont pas de problème. Les deux peuples n'ont jamais eu de problème. Je viens de l'expliquer, nous avions... Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, si Kagame n'est pas là, c'est-à-dire la RDC sera en paix? Kagame, il est là, il ne fait qu'exécuter l'ordre de certaines multinationales. Parce que ici, on est en train de voir Kagame, alors que derrière Kagame, il y a d'autres puissances. Mais je crois que le président... Derrière Kagame, il y a la France, il y a les États-Unis. Le président Tshisekedi, autant pour la classe politique congolaise, pareil pour notre parti, le leadership et gouvernance pour le développement, nous avions décrié la passivité de la communauté internationale. Nous avions décrié la complicité de certaines grandes puissances qui s'attachent au Rwanda pour créer de la désolation dans la partie est de notre pays. Nous l'avons décrié. Mais si le Rwanda se bombe la poitrine à se définir comme un pont à travers lequel la communauté internationale passerait ou viendrait pour exploiter de la manière la plus irrégulière possible nos ressources naturelles, et donc nous devons barrer la route. Et c'est ce que fait le président Tshisekedi. Et je pense qu'à ce stade, Tshisekedi est pratiquement dans une logique de Patrice Emery Lumumba qui a dit non à la balkanisation. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, comme président de la République, est pratiquement dans une même logique que Mosé Laurent Désiré Kabila qui a dit ne jamais trahir le Congo. C'est-à-dire Tshisekedi comme fils du pays ayant le sang rouge congolais. Et pourquoi il a tout intérêt à Kagame? Parce que regardez ce que le fils Museveni était en train de dire. S'attaquer au Rwanda, c'est s'attaquer à l'Ouganda. Ce qui fait que Kagame ne le fait pas seul. Kagame est appuyé par l'Ouganda, Kagame est appuyé par la communauté internationale. Mais nous, on voit que Kagame. Je pense que la considération de l'Ouganda comme État agresseur peut être perçue au deuxième degré. Regardez, pourquoi à chaque fois lorsque la RDC attaque le M23, c'est toujours le Rwanda qui réagit en premier. Ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Burundi. C'est toujours le Rwanda qui réagit en premier lieu. Donc cela dénote que le Rwanda a des ramifications aussi sérieuses attachées dans l'intérêt du M23 qu'on utilise comme un bouc émissaire. Et donc, le premier danger, le premier problème, c'est d'abord le Rwanda, c'est d'abord Paul Kagame. Alors, à une certaine mesure, on peut aussi définir l'Ouganda comme tel. Parce que l'ami de mon ennemi, à une certaine mesure, doit être considéré comme un ennemi. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que le dirigeant congolais soit conscient de la réalité. Aujourd'hui, je pense que l'Église catholique en a fait aussi tout un appel, tout un message, de considérer désormais, et je crois que c'était pareil pour l'opposition politique dans sa globalité, de considérer l'Ouganda aussi comme un État ennemi, parce que l'Ouganda s'attache à l'intérêt du Rwanda. Et donc, aujourd'hui, si nous avons des États avec qui nous ne devons pas partager des relations politiques, des relations diplomatiques, eh bien, c'est le Rwanda et c'est l'Ouganda. Et pour ça, nous devons assumer. Et toutes les sanctions d'ordre politique, les sanctions économiques, les sanctions diplomatiques que nous allons infliger pour le Rwanda, il faudrait que ça soit pareil pour l'Ouganda. Tel est le vœu de la classe politique congolaise. Il faudrait que le président de la République en tienne compte. Parce qu'à ces stades, il faut éviter les dialogues des complaisances. Est-ce que vous ne voyez pas que le Rwanda est en train d'exécuter un plan savamment monté depuis 1996 sur
l'émiettement de la République démocratique du Congo. Mais il n'arrivera pas. Effectivement, il n'arrive pas, mais c'est que derrière lui, moi j'aimerais, le problème c'est quoi? On voit le Rwanda, mais le Rwanda seul ne peut pas faire face. Il y a même de ceux qui disent que le Rwanda vit de la commisération de la communauté internationale. Alors c'est cette communauté internationale qui est en train de tout faire pour que le Rwanda puisse hausser la tête devant la République démocratique du Congo. Il vous souviendra, le docteur Denis Mukwege a même alerté sur l'aide de la Commission de l'Union européenne au Rwanda. Vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est que c'est une communauté internationale qui est un peu hypocrite et que c'est elle qui ont enterré le Rwanda. Ça peut être le cas parce que vous savez, je vous ai dit au prologue de mon intervention que dans les relations entre les États, c'est les rapports de force qui s'imposent avant tout. Si le Rwanda est dans une longueur d'avance par rapport à ses relations avec les organisations internationales et avec les grandes puissances connues de nom, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tout le reste, c'est par rapport à la force diplomatique du Rwanda. J'ai toujours donné des exemples. La force diplomatique? Non, mais bien sûr que oui. Le Rwanda est très entré dans cette... Comment on peut expliquer le fait pour que le Rwanda dirige l'Organisation internationale de la francophonie alors que la RDC est le premier pays francophone au monde? Donc le Rwanda est fort diplomatiquement. Mais justement, et donc, cette occasion, moi je ne suis pas venu faire l'apologie du Rwanda que nous regardons comme un État agresseur, mais je voudrais plutôt rappeler le dirigeant congolais a un devoir de responsabilité. Par moment, nous devons aussi être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. S'il y a des problèmes aujourd'hui, considérons ces problèmes comme des opportunités pour recadrer les tirs, pour améliorer, pour ajuster un certain nombre de secteurs, et surtout pour le secteur qui revêt effectivement le caractère de la souveraineté nationale, notamment le secteur de la sécurité et défense. Parce que la question de l'intégrité du territoire national est un apanage de l'État et un État souverain. Et donc aujourd'hui, il faut que M. Tshisekedi, ensemble avec son gouvernement, essaye d'élaborer de nouvelles politiques diplomatiques de défense, essaye d'intégrer même les stratégies d'intégration communautaire, parce qu'à un certain moment, il faut que le peuple soit derrière les institutions de la République. Il faut que le peuple soit derrière l'armée. Mais pour que le peuple soit derrière l'armée, il faut installer ce que moi j'appelle une sorte de confiance nationale. Or, la confiance nationale s'installe par la crédibilité des discours et même des positions prises par les officiels de la République. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des dirigeants dubitatifs. Nous n'avons pas besoin des dirigeants hésitants. Nous n'avons pas besoin des dirigeants qui ne savent pas quoi faire pour résoudre le problème de l'Est. Oui, le président de la République a fait un coup de gueule. Mais entre-temps, Bunagana est toujours entre les mains de groupes rebelles. Kiwanja, toujours entre les mains de groupes rebelles. Nous avons opté pour une guerre verbale. Alors, Manix, pour terminer, vous êtes député de la rue, vous êtes aussi cadre de LGD. Hein? LGD, votre parti politique. Jusque-là, Matata serait devant son juge naturel, la Cour constitutionnelle. Non, mais je vous ai toujours dit que cette histoire de Matata devant la Cour constitutionnelle, c'est un scandale juridique. C'est une catastrophe judiciaire. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est un monstre de droit que nous avions créé. Parce que l'arrêt de Kamuleta ne correspond pas aux valeurs d'un État de droit. Et si même cet arrêt a été rendu, qu'est-ce qu'on ferait alors de l'arrêt précédent qui a été rendu par le président Dieudonné Kalouba ayant les effets? Non, mais cet arrêt-là a déjà des effets juridiques opposables à l'égard de tous. Qu'est-ce qu'on ferait de cet arrêt? Ça, c'est un scandale. Et je pense que nous avions créé une jurisprudence très dangereuse pour l'avenir du pays. Très malheureusement, ceux qui ont concocté à ces laboratoires diaboliques pour traduire Matata ou encore placer Matata dans un abattoir politique afin de l'égorger, de l'éliminer à tout prix à la course électorale, c'est trompent. Parce que cet arrêt est une tombe qui va enterrer aussi M. Tshisekedi. L'arrêt de la Cour. L'arrêt Kamuleta. Arrêt Kamuleta va enterrer M. Tshisekedi. Parce que demain, M. Tshisekedi sera en même temps un ancien président de la République. Mais il y a encore de griefs à sa charge. L'affaire Ram, l'affaire 100 jours. Et donc, si nous n'avons pas de texte juridique
capable de pouvoir réglementer les secteurs de la justice, eh ben, on va faire de l'arbitraire et est-ce que maintenant, avec ça, parce que le chef de juge. l'État appelle certainement une mobilisation face à l'agresseur, ça risque aussi de frustrer certains. Non, mais justement, moi, je l'ai toujours dit que la question de l'unité, de fraternité, de convivialité et de solidarité nationale est une question de paix, est une question de cohésion nationale. Mais pour qu'on parle de la cohésion nationale, il faudrait que le président de la République soit sincère vis-à-vis des acteurs politiques de l'opposition. Oui, unité nationale, mais réparer les dommages politiques causés. Oui, unité nationale, mais est-ce que le président de la République peut arrêter l'acharnement politique contre un certain nombre de candidats présidents de la République pour les prochaines élections? Ça, c'est une fatalité et c'est une condition que nous considérons comme une condition sine qua non. Aujourd'hui, l'opposition politique dans sa globalité a prouvé sa capacité républicaine en voulant soutenir l'armée de notre pays et le commandant suprême. Pourquoi? Parce que la question de l'agression rwandaise, pour nous, opposition politique, nous la considérons comme une question d'État, un problème... Quelques minutes, quelques secondes. Voilà. Quelques secondes pour terminer. LGD, votre parti, on dit de vous que vous n'êtes pas un parti des masses. Vous êtes un parti des gens en cravate. Et avec des personnes en cravate qui ne peuvent pas battre campagne, ce qui fait que ma tête ne fait pas peur. Non, mais ça, c'est un cliché très négatif que nos détracteurs veulent imprimer dans la tête de beaucoup de Congolais. C'est comme ça que moi, je le considère comme une sorte de drogue populaire. C'est un stéréotype mal orienté, alors que le LGD est en même temps un parti des cadres et en même temps un parti des masses. Oui, on nous dit que nous sommes un parti des cadres simplement parce qu'on voit une certaine crème intellectuelle au sein de notre parti. On constate une certaine capacité d'intelligence politique diligentée par la jeunesse qui caractérise cette partie. Mais est-ce que c'est nous, le LGD, qui avions souhaité que dans d'autres partis, qu'il n'y ait pas de gens aussi intelligents comme on le voit dans le LGD? Ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas que parti Moussouez à la partie à Bazoba, ou Moussouez à la partie à Batomaele. Et le LGD en tant que parti politique doit être caractérisé par la qualité de son offre politique à présenter pour l'avenir de la nation. Merci. Et donc, nous sommes un parti des cadres, mais aussi nous sommes un parti des masses, parce que notre parti s'installe dans toute l'étendue du territoire national et nous nous mobilisons déjà pour ça et nous sommes prêts. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les premiers partis qui avaient déjà aligné leur président national comme le candidat président de la République pour les prochaines élections. Et donc, le LGD, nous sommes prêts pour affronter les échéances électorales. Merci à vous, Manix Yenda, député de la rue. Député de la rue, pour la rue et par la rue. Voilà. Parce qu'il faut défendre l'intérêt de la rue. Nous allons continuer de parler de ce ras-le-bol du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec Richard Camille Calais. Tout de suite.